Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Moi, je suis persuadé que d'être ancré depuis si longtemps et en maîtrise de nos savoir-faire, c'est un socle pour redéployer des techniques artisanales et industrielles. Si on veut recréer un tissu industriel PME, ETI en France, ça part des savoir-faire. Donc tout le pari ou l'aventure que je poursuis, c'est cet ancrage industriel dans les territoires et je mets mes petites compétences financières à profit de ce projet. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Tristan De Witt, président de Rivalen et de l'Association des entreprises du patrimoine vivant. Bonjour Tristan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours jusqu'à cet engagement pour l'entrepreneuriat et ces entreprises du savoir-faire français ? Je viens d'une famille industrielle, je pense que c'est important et c'est le premier socle de mon engagement aujourd'hui. Le groupe familial à l'époque, c'était assez important, il y avait entre 2000 et 3000 personnes. C'était un groupe textile, fabricant textile belge. Donc j'ai grandi dans la graisse des machines et passionné par ça. J'ai toujours vu les usines s'agrandir, se construire. Et puis j'ai ensuite, quand l'âge arrivait de faire ses études, j'ai fait des études de finance et puis j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des fonds d'investissement. Beaucoup dédié à l'univers des PME. C'était un choix peut-être inconscient, mais ça m'a préparé en tous les cas. 15 ans après, quand j'ai approché la quarantaine d'années, pour le rachat d'une première entreprise de production, qui est une entreprise du patrimoine vivant, qui s'appelle Roger Pradier et qui fait des éclairages d'extérieur. Et donc j'ai un petit peu marié ce monde et ses racines industrielles et cette expérience financière où j'ai appris énormément du pilotage et de la stratégie des vies d'entreprise que je mets maintenant, je pense, ou j'espère, à profit de cette belle entreprise Roger Pradier. Moi, je suis passionné de mettre ensemble les choses, de construire. Rivalen, j'aime bien dire que c'est un investisseur architecte. Donc, ma holding s'appelle Rivalen. L'investisseur, c'est mon côté de mon passé de financier. Et puis, bien sûr, architecte, on fabrique des objets qui sont dans la maison et prescrits par des architectes, justement. Et donc, d'avoir cette première entreprise, j'avais dans l'idée de la consolider avec d'autres acteurs. Aujourd'hui, on est presque un des leaders français de la fabrication de luminaires. Et donc, j'ai ajouté 4 autres entreprises qui sont toutes des fabricants de luminaires. Il y a 250 personnes dans le groupe aujourd'hui et 5 usines réparties sur les territoires en France. J'aime bien rejoindre un petit peu cette expertise financière qui m'a permis de construire ce groupe industriel et puis ce passé industriel qui fait ce que je suis aujourd'hui et la passion que j'ai pour cet engagement, moi, entrepreneurial dans tout l'ancrage territorial. Je suis convaincu que les usines, c'est des endroits où on se plaît, il y a beaucoup de choses à faire et on est à un moment et un niveau de réponse des enjeux qu'on a face à nous. Donc si on le fait bien, avec des usines, on fabrique des choses de qualité et proche de là, on les consomme. Donc tout le pari ou l'aventure que je poursuis, c'est cet ancrage industriel dans les territoires et je mets mes petites compétences financières à profit de ce projet. Quelle qualité faut-il quand on est engagé auprès d'entreprises du patrimoine ? Il faut aimer les produits, il faut aimer les usines, il faut... Oui, je pense qu'il faut pas en avoir peur. Le grand saut, parce que j'ai vu pas mal de personnes s'y intéresser pour aller dans ces métiers, quand on faisait du conseil ou des métiers un petit peu comme je faisais, c'est beaucoup plus terrain, évidemment, qu'on est dans l'usine. Donc il faut aimer être au contact de l'objet, de la machine et des personnes. Si on n'a pas ça, je pense que ça peut pas fonctionner. Et la passion de l'objet, parce que quand on fabrique quelque chose, forcément, on est dans le détail de ce qui est fabriqué et il faut réfléchir avec les équipes qui sont bien souvent expertes de comment on le fait, de la meilleure manière qui soit. Et donc, il faut aimer passer un petit peu de temps dans le détail de ces niveaux de fabrication. On n'est pas obligé, du moins pour le métier que je fais moi, d'avoir ce savoir-faire manufacturier, moi à proprement parler. Mais en tous les cas, aimer ce geste de la main, parce que c'est ça qu'on accompagne en tant que dirigeant comme je suis, de ces personnes qui, dans les usines et les ateliers, ont les savoir-faire. Donc, il faut avoir
Il faut aimer ça parce qu'il y a un langage qui n'est pas le même que le monde financier que j'avais avant, par exemple. Et puis partager pour construire quelque chose qui est pérenne et qui a du sens, ça se fait que par l'échange. Donc forcément, je pense qu'une grande qualité à avoir, c'est cette capacité d'écoute et d'intérêt à la relation avec les autres. Alors, on fait encore de belles choses en France, de beaux produits. Et d'ailleurs, vous avez été sollicité pour présider une association qui n'est pas très connue, malheureusement, mais dont on va parler, qui est l'Association des entreprises du patrimoine vivant. C'est quoi exactement ? Alors, le label Entreprise du patrimoine vivant, c'est un label qui a été créé en 2005, donc qui est déjà assez ancien, mais il y a quand même 1 millier d'entreprises qui sont labellisées, et c'est un label d'État. Donc, c'est Renaud Dutreil, à l'époque, qui avait eu cette idée de reconnaître par un label, une certification publique, le savoir-faire de toute une équipe, en fait, d'une entreprise. Il y avait un certain nombre de distinctions pour des personnes. On a les maîtres d'art, on a des meilleurs ouvriers de France, par exemple, qui sont des très, très belles distinctions du savoir-faire manufacturier d'une personne. Le label EPV, ça reconnaît le savoir-faire de toute une entreprise, donc d'un collectif. Et c'est un faire-valoir, même si le terme est peut-être pas juste, mais en tous les cas, en termes de marketing, pour faire savoir qu'on est dans les meilleurs de ce qu'on fait, c'est l'État qui vient dire, après toute une enquête et un audit très poussé des savoir-faire de l'entreprise, qu'on est parmi les meilleurs de son métier. Donc, quand on est ébéniste et qu'on est entreprise du patrimoine vivant, par exemple, eh bien, on sait qu'on est dans les 10-15 meilleurs ébénistes français. Et pour les clients, d'avoir cette marque de l'État qui vient reconnaître ce savoir-faire, c'est extrêmement fort et réconfortant. On est en confiance. Donc, c'est une vraie réassurance. Ce label sert beaucoup à ça. Quels sont les critères pour obtenir ce label quand on soumet un dossier auprès de la commission ? Alors, c'est un processus pas compliqué, mais en tous les cas exigeant. Il faut démontrer la rareté de son savoir-faire. C'est un décret qui fixe ces critères. Il y a 3 grosses parties de ce critère qui sont après classifiées avec différentes petites choses. C'est très exigeant. Il y a une partie RSE qui est très nouvelle, où il faut pouvoir montrer qu'on a une démarche sociétale responsable. Et puis, il y a tout ce qui est le savoir-faire. Donc, il faut montrer qu'on a un outil de production qui est justement représentatif de l'histoire de son savoir-faire manufacturier. On va aller regarder que les machines, par exemple, sont emblématiques. On a des brevets, on a des savoir-faire qui ont été déposés. Il y a un indicateur qui est extrêmement important, qui est que le savoir-faire manufacturier est principalement dispensé dans l'entreprise. Et plus, ou quasiment plus, dans des écoles, mais l'entreprise forme elle-même ses propres savoir-faire. Ça devient malheureusement le cas. Je trouve que dans les écoles, ça devient de plus en plus difficile de recruter pour nous en tant qu'entreprise. La notoriété est également un aspect qu'on va regarder de très près. Et la notoriété, elle est reconnue par les clients qu'on peut avoir. Quand on travaille par exemple pour l'État, quand on travaille pour des grandes maisons, quand on a une clientèle internationale, il y a une commission en fait, qui vient juger de la rareté par tous ces aspects-là. Donc on remplit un dossier qui est audité par une société qui s'appelle SGS aujourd'hui, qui est un spécialiste de la certification. Et une fois que c'est audité, ça passe auprès d'un groupement d'experts dans lequel il y a les experts de tous les métiers qui, eux, connaissent l'environnement et qui sauront juger de cette rareté, de cette excellence des savoir-faire. Et enfin, eh bien, comme c'est un label d'État, c'est le préfet qui, pour le compte de l'État, viendra dire et valider que la société fait partie des entreprises du patrimoine vivant. Et là, on est parti pour une période de 5 ans, où on estime que pendant 5 ans, le business model ne doit pas forcément bouger. Mais au bout de 5 ans, eh bien, on vient s'assurer que rien n'a changé et il faut recandidater en repartant de zéro pour redémontrer l'excellence de ce qu'on fait. Combien il y a d'entreprises aujourd'hui labellisées patrimoine vivant ? Il y a 1 millier d'entreprises qui sont labellisées. Il y a récemment un objectif qui a été fixé par le gouvernement de passer à 2500 entreprises. Moi, je ne suis que le président de l'association qui fédère les chefs d'entreprise une fois qu'elles ont été labellisées par l'État. Et donc, passer à 2500 entreprises, on peut se dire que ça peut un peu galvauder l'excellence de ce qu'on dit, mais en vrai, il y a énormément d'entreprises qui sont non sachantes, qui ne connaissent pas ce label et qui, pour autant, ont des savoir-faire assez exceptionnels. Donc, je pense qu'il y a largement de quoi avoir ce nombre d'entreprises sans engager un petit peu. Ça représente combien d'emplois et quel chiffre d'affaires global ? Ça fait quand même beaucoup de monde parce qu'il y a 50 000 personnes. Il y a beaucoup d'ateliers, de petites, c'est très TPE. Il y a beaucoup d'artisans d'art qui sont des petites structures. Et puis, il y a des très grands donneurs d'ordre, comme les grandes maisons du luxe. Toutes les maisons et les filiales, du moins, des grandes maisons de luxe françaises, les ateliers sont labellisés EPV. Donc là, on retrouve des équipes par milliers de personnes et énormément d'artisans. Et ça fait un chiffre d'affaires consolidé de 14 milliards d'euros, ce qui est extrêmement conséquent.
Quasiment toutes les entreprises du luxe sont labellisées, elles-mêmes ou leurs filiales. Donc effectivement, si on les cite toutes, il y a aussi les plus petites entreprises. Et il y a un vrai tissu de PME et de TPE qui sont, je pense à la faïencerie de Gien par exemple, les tricots Saint-James, les planchas ENO. Il y a beaucoup de sociétés qui sont des PME implantées dans les territoires, plutôt de la petite industrie, mais qui ont chacune et toujours quelque chose de très différenciant dans l'excellence de ce qu'ils font. Si on reprend les planchas ENO par exemple, c'est des brûleurs à gaz, et puis il y a cette plaque en émail sur laquelle on vient poser tous les aliments et qui sont cuits par conduction sur cette plancha en émail. Ils ont un savoir-faire d'émaillage qui n'existe quasiment plus. Aujourd'hui en France, ils investissent énormément dans leur outil de production pour rester toujours dans ce savoir-faire très ancestral, mais aussi au goût du jour avec des techniques numériques parfois pour le rendre le meilleur possible dans notre temps qu'on vit aujourd'hui. C'est toujours des entreprises très anciennes, les entreprises du patrimoine vivant. Il y en a beaucoup qui sont dans les Énochiens, par exemple, des entreprises plus que centenaires. Il y en a qui ont jusqu'à 400 ou 500 ans. Donc, c'est des vieilles dames, disons, et qui sont reprises par des générations en succession, ou des repreneurs qui viennent de métiers où ils ont appris beaucoup de choses, mais un petit peu comme j'ai pu le faire dans le monde financier ou dans le consulting. Et il y a un énorme regain d'intérêt pour ces métiers qui ont du sens. Donc, des belles entreprises qui étaient un peu endormies ou en retournement, comme on peut dire, sont maintenant reprises effectivement par des personnes qui apportent toutes ces compétences. Donc, il y a par exemple une très belle société qui fait des chaussures dans le sud-ouest qui s'appelle le Soulor, qui a été reprise il n'y a pas si longtemps que ça, et qui revit. Une autre société qui s'appelle la Scholtes de fabrication, qui fait des lacets et des galons. Ce sont des métiers à tisser, qui a été reprise par Olivier Verriel il y a 6 ou 7 ans et qui a redéployé, lui en croyant très fortement dans ces métiers anciens. Olivier a racheté tous des métiers à tisser qui avaient plus d'une centaine d'années. Il a racheté 400 métiers qui avaient plus d'une centaine d'années en bois, qui tissent extrêmement lentement. Et ces métiers-là, en fait, sont parmi les seuls aujourd'hui qui peuvent tisser du fil qui est très fragile. Parce qu'il est fragile, a une souplesse, a un toucher très particulier et qui est très apprécié de tous les façonniers du luxe. Et donc, il travaille de plus en plus avec toutes les maisons du luxe. Là où avant, il faisait des lacets et des cordages, maintenant, il fait des galets et des galons, je crois qu'on dit, pour l'univers du luxe. Donc, c'est grâce à cette vision un petit peu qu'il a pu apporter d'un métier, ce pari qu'il a fait sur ses savoir-faire anciens, c'est une société qui se redéploie extrêmement bien. Et ce mariage des savoir-faire et de l'intelligence, disons, l'expérience du digital, du marketing, de la finance qu'on peut avoir aujourd'hui, ça redéploie ses savoir-faire d'une très belle manière. Quel est l'intérêt pour les entreprises d'avoir ce label EPV ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Est-ce que ça les aide à l'international ? Est-ce que ça les aide sur leur marché ? Il y a différentes choses. Le label est peu connu en B2C. Les consommateurs le connaissent encore assez peu. Alors on a, heureusement, grâce au salon du Made in France, par exemple, et un certain nombre de manifestations, il est de plus en plus visible, comme l'Origine France Garantie, par exemple, qui certifie de l'origine d'un produit. L'EPV vient dire la qualité du savoir-faire de ce qu'il est, donc il commence à être assez connu. Et donc ça permet auprès du consommateur, si on s'intéresse à eux, de dire ce produit a été fait dans les règles de l'art et a priori, et du coup d'une excellente qualité, d'une durabilité. Donc c'est une certification qui est importante pour une assurance du client de ce qu'il va trouver. C'est très intéressant aussi pour les donneurs d'ordre, quand on est dans des schémas de sous-traitance par exemple, et c'est très vrai dans le monde où ce label est très connu à l'export, pour les donneurs d'ordre qui viennent chercher de la qualité de fabrication de choses très particulières. C'est vrai dans le patrimoine bâti, par exemple. Les agenceurs, les doreurs, quasiment un tiers des entreprises du patrimoine vivant sont issus de ces métiers du bâtiment, de la maison, de la construction. Et ce label vient montrer qu'on est parmi les meilleurs. Et dans le monde entier, des donneurs d'ordre viennent chercher ces savoir-faire auprès des EPV. Donc ça permet de se différencier et d'assurer son client d'une vraie qualité. Et enfin, on rentre dans un réseau. Il y a tous ces aspects commerciaux, mais on rentre dans un réseau. Les 1000 entreprises sont fédérées au sein de l'association que moi je préside. Et il y a des associations dans chacune des régions. Et toutes ces entreprises se voient de façon très régulière et construisent des choses ensemble, partent à l'export ensemble, construisent des objets ensemble en co-traitant, répondent à des projets ensemble. Et donc, il y a toute une émulation qui se fait autour de ce label et une vraie communauté d'entrepreneurs qui se regroupent dans ces associations. Quel est le point commun de ces gens qui travaillent sur des métiers d'art, du patrimoine ? C'est la passion des choses bien faites, c'est le métier de la main, c'est... Bien sûr, quand on passe dans les ateliers, c'est formidable, il faut absolument visiter ces entreprises. Elles sont la plupart du temps visitables, aussi petites soient-elles.
Et les artisans ou les personnes qui travaillent dans ces ateliers sont très souvent très heureux de parler de ce qu'ils font parce que c'est une passion. Et ils en parlent très bien, et quand on va les rencontrer, ils vont expliquer que la qualité et la précision du geste qu'ils utilisent, pour eux, c'est tous les jours, mais ils ont effectivement, pour le faire tous les jours, une vraie passion de ces métiers, du geste bien fait, du geste d'une précision la plus extrême, pour faire la pièce la plus aboutie possible, et avec un attachement très fort de la qualité de l'objet qui va être utilisé par quelqu'un. Donc il y a une continuité entre ce qu'ils fabriquent et l'usage qui sera fait. Et tout ça est très, très relié. Ce sont des entreprises qui sont ancrées dans les territoires en ayant une vraie vocation à répondre à un besoin et une justesse de la fabrication. Est-ce que ces entreprises sont fortement soumises à la concurrence internationale, ou est-ce que justement elles restent très spécifiques sur le territoire français et s'aiment à l'international ? En Europe, on a quand même un certain nombre de savoir-faire très particuliers et d'entreprises artisanales de très très haute qualité. En France, on a une notoriété, on est connu pour ça. La French Touch se développe sous cet aspect de la fabrication et du design. Donc on a une spécificité et on se différencie. Dans ces métiers du bâtiment, encore une fois, on vient vraiment nous chercher pour ce double aspect, la très haute qualité de ce qu'on fabrique et le dessin. Donc oui, c'est vraiment des sociétés qui ont à faire valoir ces choses-là, qu'il faut qu'on fasse connaître aussi de plus en plus, parce que ce sont aussi des sociétés qui sont très petites par rapport à l'univers de marché qu'on connaît, et il faut que ces entreprises se développent. Moi, je suis persuadé que d'être ancré depuis si longtemps et en maîtrise de nos savoir-faire, c'est un socle pour redéployer des techniques artisanales et industrielles. Si on veut recréer un tissu industriel PME, ETI en France, ça part des savoir-faire. Donc d'avoir ces savoir-faire et ces spécificités, on ne saurait jamais reconstruire une usine si on ne sait pas comment fabriquer l'objet ou calibrer une machine. Donc on a un vrai socle de différenciation pour relancer une activité industrielle grâce à ces savoir-faire artisanaux et industriels qu'on a dans les EPV. Merci beaucoup Tristan. J'en viens à la fin de notre entretien. La question traditionnelle, les engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Eh bien, je l'ai cité tout à l'heure, les Tricots Saint-James, qui est une très très jolie société normande qui fabrique tous ces pulls qu'on connaît par cœur près du Mont-Saint-Michel. Et Luc Le Sénécal est quelqu'un d'engagé depuis très longtemps en faveur de ces savoir-faire rares, et le président de l'Institut pour les savoir-faire français. Donc je pense que ce serait quelqu'un très très chouette d'interviewer. Merci beaucoup Tristan De Witt. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Oh, je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.